Le gouvernement sud-soudanais affirme ne pas être en guerre malgré les combats violents. C'était le titre de l'African News le 27 janvier, un titre qui, en seulement 12 mots, a réussi à saisir toutes les fiévreuses espérances, craintes et absurdités qui secouent actuellement le plus jeune pays du monde. Des craintes qu'une nouvelle guerre civile ne soit pas seulement imminente, mais qu'elle soit déjà là. Et l'espoir qu'avec un peu de déni et de pensée magique, le gouvernement fasse disparaître tout cela comme un mauvais rêve. Si les événements actuels au Soudan du Sud ne sont qu'un cauchemar, ils semblent très convaincants. Depuis décembre, l'opposition armée avance, prenant ville après ville jusqu'à Djouba. Le président malade a réagi par des purges. Et maintenant, l'armée est passée à l'offensive, encouragée par des commandants qui incitent pas leurs troupes à commettre des crimes de guerre. Le plus fou dans tout ça. Le Soudan du Sud a déjà vécu cela. La dernière guerre civile s'est achevée en 2018 après 5 ans de combats et près de 400 000 morts. Après avoir à peine survécu à cette catastrophe, de grandes questions demeurent sur les conséquences d'une répétition. Une reprise des combats n'entraînerait probablement pas l'effondrement complet de l'État. Guerre non déclarée, il est désormais indiscutable que le Soudan du Sud est retourné en guerre. C'était l'avis du directeur de projet du groupe international de crise pour la Corne de l'Afrique, Alan Boswell, qui n'est pas seul à s'alarmer. Hier, la commission conjointe de suivi et d'évaluation, créée après la dernière guerre civile pour surveiller la paix, a déclaré une alerte maximale. Comme l'a résumé Radio Tamazoui, je cite, « L'accord de paix fragile du Soudan du Sud est à un carrefour critique, avec une escalade des violations du cessez-le-feu, ce qui fait craindre un retour à un conflit à grande échelle. » Fin de citation. Des évaluations similaires proviennent de presque tout le monde qui surveille la situation. L'ONU a averti qu'un cycle de violence de représailles pourrait se profiler à l'horizon. Écrivant pour l'Organisation de localisation et de données sur les conflits armés, ACLED, le chercheur Kelvin Minor Carrington note, je cite, « L'accord de paix de 2018 a perdu presque toute crédibilité et n'est plus viable tel quel. » Fin de citation. Et la cause de tout cela ? Une nouvelle vague de combats a éclaté après que l'opposition armée a pris des territoires dans des États comme Upper Nile et Jongle. La BBC rapporte que plus de 180 000 personnes ont dû fuir. Bien que les combats restent localisés en zone rurale, leur extension est redoutée. Comme l'a écrit le Sudan War Monitor, la précédente guerre a éclaté comme une explosion secouant Djouba, la plus grande ville du pays. Ce conflit ressemble davantage à un feu de forêt qui a démarré lentement mais s'intensifie, et à la fureur qui gagne les savanes de Jonglei et les forêts d'Équatoria. Une métaphore frappante qui nous permet également d'aborder une question clé. Si le Soudan du Sud est désormais dévoré par les flammes, qui est exactement l'incendiaire qui a allumé l'étincelle ? Qui a vu ce foyer de tensions ethniques et d'effondrement économique, puis y a jeté un cigare allumé ? La réponse varie selon que vous demandez aux partisans du gouvernement ou de l'opposition. Vous entendrez sûrement l'un de ces deux noms, le président Salva Kiir ou l'ex-vice-président Riek Machar, chef du mouvement populaire de libération du Soudan, SPLM-Kiir. L'homme au pouvoir depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, penseur ethnique, il a d'abord gouverné avec d'autres figures influentes du SPLM, dont le vice-président Riek Machar, Nuer et ancien camarade de lutte pour l'indépendance du Soudan. Les deux s'étaient déjà affrontés lors de la rébellion de la faction de Machar, avant son retour dans le SPLM avant l'indépendance. Dire qu'ils ont pris le contrôle du Soudan du Sud alors qu'il y avait déjà de l'animosité est presque un euphémisme. Ce sont toutefois les événements de 2013 qui, pour reprendre M. Burns, ont vraiment fait de cette île politique un Tchernobyl. Paranoïaque à l'idée que Machar complotait pour le remplacer, Kiir l'a évincé de son poste de vice-président et Machar s'est déclaré chef d'une faction dissidente, le SPLM en opposition, ou SPLM-IO. Le reste est une histoire encore plus déprimante. Nous n'aborderons pas ici la guerre civile qui a suivi. Notre vidéo de septembre en parle davantage. Pour en savoir plus aujourd'hui, retenez ces 4 points clés. La guerre s'est poursuivie jusqu'en 2018, faisant environ 400 000 morts sur 11 millions d'habitants. Elle a eu lieu principalement selon des lignes ethniques, les pires violences opposant les Dinka de Kia aux Nuer de Machar. En décembre 2013, des milliers de Nuer ont été massacrés lors de tueries de porte à Djouba. Troisièmement, le conflit s'est aggravé avec l'implication extérieure.
l'Ouganda soutenant Kia et le Soudan soutenant Machar. Quatrièmement, il s'est conclu sans victoire nette, mais par un accord de paix visant à forcer Kia et Machar à coopérer. Cet accord incluait des élections démocratiques et la rédaction d'une constitution. Il a aussi obligé les deux chefs de guerre à cohabiter, avec Machar redevenu vice-président et son SPL. Millau a pu nommer ses propres personnes à certains ministères et gouvernorats d'État. Kia a gardé la présidence, tandis que la branche armée du SPLM-IO devait intégrer ses combattants dans l'armée nationale. En échange de la fin des combats, les deux hommes pourraient s'enrichir aux dépens de l'État. Le Soudan du Sud a de vastes réserves pétrolières que la fin des combats a offertes à une élite pour les piller. C'est précisément ce qu'a fait le gouvernement de partage du pouvoir, avec une joie à peine cachée. Consultez le rapport 2025 de l'ONU sur la corruption qui signale des absurdités. Plus de 2 milliards de dollars pour les routes ont été détournés par l'élite de Djouba. Les deux hommes gagnaient à côté des milliards, alors que leurs compatriotes vivaient dans une pauvreté abjecte. Vous vous demandez peut-être comment les choses ont pu si mal tourner en moins de 10 ans, au point que la nation retombe aujourd'hui dans la guerre civile. Cela s'explique par des facteurs extérieurs et le déclin puis la chute d'un vieil homme. De plus en plus de nations sont dirigées par des hommes âgés et obstinés refusant de céder le pouvoir, même lorsqu'il est clair pour tous qu'ils déclinent, même à la maison de retraite. La géopolitique actuelle est marquée par le déclin de Salva Kiir, difficile à surpasser. L'ancien homme fort, de plus en plus fragile et malade à 74 ans, semble en avoir 30 de plus. En 2023, il a été filmé lors d'un événement officiel, se mouillant alors que l'hymne national était de jouer. Le gouvernement a réagi en arrêtant les journalistes qui l'avaient filmé, parce que bien sûr, c'est ce qu'ils ont fait. Le déclin physique de Kiir est frappant. Quand il a disparu quelques jours l'an dernier, des rumeurs de sa mort ont circulé à Juba. Sa paranoïa liée à ses problèmes de santé a causé les pires ennuis. Dès fin 2024, le président a lancé des purges, remplaçant les ministres en quelques semaines ou mois. Au départ, il favorisait son protégé Bomey pour lui succéder, mais Bomey a finalement été écarté lors de la purge de novembre dernier. Un geste audacieux, car il représente l'État du Nord du Bahr el-Ghazal, qui avait fourni à Kia des milliers de soldats durant la guerre civile. Le vrai danger a été les purges contre Machar et le SPLM-IO cette année. Leurs responsables ont perdu leur poste ministériel et de gouverneurs dans le Haut-Nil, l'Équatoria occidental et le Bihar occidental, État du Bahr el-Ghazal, poste garanti par l'accord de paix de 2018. Machar a été limogé de son poste de vice-président et jugé pour trahison et crimes contre l'humanité. Sa faction et lui ne sont pas sans reproche. L'ex-vice-président a été arrêté après l'assaut de l'armée blanche sur une garnison à Nazir. Beaucoup pensent que Machar a ordonné cet acte et, vu son rôle pendant la guerre civile, l'accusé de crimes contre l'humanité revient à dire que l'eau est mouillée. Warfront est animé par un homme chauve à la barbe remarquable. Or, exclure Machar et purger son peuple a justement déclenché la dernière guerre civile. D'autres indices montrent que Kiir prépare une répétition dès janvier. L'épouse de Machar, Angelina Tanier, a été écartée du ministère de l'Intérieur, remplacée par Alou Aenyalou. Selon Soudan Warmaneta, vétéran loyaliste de l'État de Kia, Waroup Alou occupait déjà ce poste durant la dernière guerre civile. Tout cela se passe sur fond de crise économique, due à des causes internes et à des événements au nord. Comme déjà rapporté sur cette chaîne, la destruction en 2024 d'un oléoduc traversant le Soudan en guerre civile a réduit les exportations de Juba pendant un an. Et comme l'ensemble des recettes représente plus de 80% du budget de l'État, il n'est pas difficile de comprendre à quel point les répercussions ont été catastrophiques. Dans le même temps, les coupes drastiques opérées l'an dernier dans l'aide de l'Agence américaine d'aide au développement ont supprimé le dernier pilier de soutien pour la population. Près de 10 millions de Sud-Soudanais ont besoin d'aide humanitaire, les hôpitaux manquant de personnel et de médicaments. Près de 6 millions de personnes souffrent de la faim selon la classification intégrée de la sécurité alimentaire, dont plus de 2 millions d'enfants de 6 mois à 5 ans malnutris l'an dernier. Nous voulons dire que c'est une société très instable, avec une population affamée, peu de services publics, une élite corrompue et peu de revenus. Au milieu d'un mélange aussi explosif, il serait presque surprenant que des troubles n'éclatent pas. Il y a une différence entre une population en colère contre son élite et la situation actuelle au Soudan du Sud. Une marche non seulement vers la guerre, mais une guerre qui sera menée selon des lignes ethniques.
une guerre que nous commençons déjà à voir. Les contours horrifiants du massacre n'épargnent personne, ni les personnes âgées, ni les enfants. Les oiseaux ne laisseront aucune maison. Telles étaient les paroles du chef adjoint de l'armée du Soudan du Sud, le général Johnson Olone, adressé à la milice Aguileg cette semaine avant une grande offensive gouvernementale dans l'état de jungle. Selon Human Rights Watch, ce discours rappelle les atrocités du Soudan du Sud, où des personnes âgées et vulnérables ont été tuées, brûlées vives ou abandonnées. Comme l'a noté la société de presse, Olone et la milice Aguileg viennent de la tribu Shilluk, déjà en rivalité avec les communautés Nuer dans le Jonglei. Cette rivalité a poussé l'armée blanche Nuer à détruire des villages Shilluk lors de son déploiement à Jongle. Le gouvernement de Kia semble envoyer un signal indiquant que les rebelles qui traversent actuellement la campagne ne doivent pas seulement s'attendre à aucune pitié, mais doivent s'attendre à être massacrés, leurs familles et leurs proches assassinés avec eux. La situation est particulièrement aiguë dans le Jonglei, où l'opération de l'opposition a débuté en décembre, prenant Watuai et Padjut. Crisis Group note qu'il menace désormais Bor, bastion d'Inca à 200 km au nord de Djouba, la capitale fédérale. Fin de citation. Non, les combats ont été confinés à un seul État. Des affrontements ont également été signalés dans l'État d'Unité, où se concentre une grande partie de la richesse pétrolière du pays, ainsi qu'à proximité des frontières avec le Kenya, l'Ouganda et le Congo. Si l'armée blanche a réalisé certaines avancées, d'autres sont dues au SPLMIO de Machar. En Équatoria centrale, le lieutenant-général Wesley Waleb a annoncé une offensive générale et menacé de marcher sur Juba si Machar n'était pas libéré. Je cite « Si le Kia ne libère pas le docteur Machar ce mois-ci, nous irons le chercher et le libérerons à Juba, même par la force si nécessaire. » Quant à savoir si le SPLMIO et ses alliés en ont la capacité, eh bien cela dépend à qui vous posez la question. Le gouvernement contrôle encore la majorité du territoire et dispose de forces armées plus nombreuses. Il bénéficie aussi du soutien de l'Ouganda, qui a renforcé son implication au Soudan du Sud cette année et déployé des milliers de soldats autour de Djouba. Les purges de Kia ont déstabilisé sa coalition, aliéné des États clés comme le nord du Bahr el-Ghazal et retourné des alliés contre lui. Et puis il y a la question de savoir qui se cache réellement derrière les récentes avancées du SPLMIO et de l'armée blanche. Après avoir d'abord tenté de rester neutre dans la guerre civile au Soudan, Kiir soutient désormais discrètement les forces de soutien rapide, milices paramilitaires contrôlant la frontière. Cette décision aurait pu entraîner un retour de bâton dans le nord, selon le groupe de crise. Les avancées militaires rapides de l'opposition ont amené de nombreux Sud-Soudanais à soupçonner que l'insurrection a un nouveau parrain, soit les forces armées soudanaises, FAS, soit l'un de leurs alliés étrangers. Affirmer que Khartoum s'ingère au Soudan du Sud est un euphémisme. Et il se peut que les FAS en aient finalement eu assez de la proximité de Kia avec les RSF et aient décidé d'exercer une pression directe. Si c'est vrai, et nous n'avons aucune confirmation dans un sens ou dans l'autre, cela a déjà un impact. Au moment de l'enregistrement, vendredi matin, il n'est toujours pas clair qui contrôle quoi. Donc, prenez tout cela avec des pincettes. Mais il semble clair que la vaste offensive lancée hier par le gouvernement n'a pas eu l'impact décisif qu'espérait Kiir. Certains rapports affirment que l'armée a repris Patay au SPLMIO, tandis que d'autres indiquent que l'armée blanche a saisi des armes lourdes du gouvernement dans l'état du Haut-Nard. Un ordre d'évacuation des civils et étrangers à Jonglei montre que la faction de Kia prévoit des combats longs et intenses. Pourtant, même si cette contre-offensive parvient à déloger les rebelles de leur territoire, les problèmes du Soudan du Sud ne seront pas terminés. Avec un tel niveau d'instabilité, presque tout pourrait arriver. Des signes de danger, comme toujours au Soudan du Sud. La marche actuelle vers la violence s'est accompagnée d'un effort concerté parmi les élites pour attiser les tensions ethniques et susciter la haine. Cela assurera un flux constant de recrues si les forces pro-gouvernement, comme la milice Agwalag du général Olone, tiennent leur promesse de massacrer encore des civils. Ces haines vont s'étendre, compliquant la fin des tensions et des combats, tandis que de nouveaux groupes armés apparaissent. L'opération Sauver le Soudan du Sud a déjà attaqué des bases militaires, comme l'indique Aklet dans leur rapport, évoquant aussi l'apparition d'autres groupes rebelles comme l'opération Sauveur. Le Soudan du Sud et la ceinture rouge risquent d'aggraver le conflit déjà fragmenté. Enfin, il ne faut pas négliger l'influence des acteurs extérieurs. Étant donné le désir de l'Ouganda d'avoir un gouvernement ami à sa frontière nord pour aider à combattre les groupes rebelles, Kampala est peu susceptible de retirer son soutien à Kia.
Si les SAF soutiennent les rebelles, c'est qu'ils pensent qu'une victoire du SPLMIO renforcera leur lutte contre les forces de soutien rapide, un objectif qu'ils n'abandonneront probablement pas. La seule pause possible que nous voyons dans un retour à des combats généralisés, c'est qu'aucun des deux camps n'a la victoire assurée. En fait, un conflit prolongé pourrait se terminer avec les deux factions qui voleraient en éclats. Comme le note le groupe de crise, la base de pouvoir de Kia a été érodée par des purges et des crises économiques. Machar, quant à lui, est incapable de communiquer avec ses propres forces, qui sont désormais dirigées par des commandants ayant déjà rompu avec son mouvement et qui ont l'habitude de se battre entre eux. Si la pression augmente, il est clair que l'un ou l'autre pourrait perdre le contrôle. On pourrait espérer que cela les incite à réfléchir à deux fois avant de mener une guerre totale aux résultats incertains. Qu'une faction survive ou non à ces nouveaux combats, une question plus urgente demeure. Le Soudan du Sud survivra-t-il ? En septembre, le groupe de crise a indiqué que les élites redoutaient un effondrement durable, selon leur rapport. Les élites sud-soudanaises sont presque unanimes dans leur évaluation que le jeune pays pourrait être confronté à un moment de péril existentiel. Nombreux évoquent de la désintégration possible de l'État. Depuis, les pressions sur le plus jeune pays du monde ont augmenté, l'accord de paix de 2018 étant presque caduc. Avec des commandants promettant des crimes de guerre et des tensions ethniques extrêmes, il est difficile d'imaginer une reprise nationale. Peut-être avons-nous tort, c'est notre espoir. Même si se tromper en public n'est jamais agréable, il vaudrait mieux admettre dans 6 mois que nous avions tort. Le Soudan du Sud prospère maintenant. Kir Machar. Ils sont à nouveau très amis et nous sommes tous invités au barbecue ce week-end pour célébrer. Hourra! Cependant, il est peu probable que ce scénario optimiste se réalise. À sa naissance en 2011, le Soudan du Sud suscitait beaucoup d'optimisme. Voici une toute nouvelle démocratie, avec tant de richesses pétrolières qu'elle était techniquement considérée comme un pays à revenus intermédiaires. Avec un bon leadership et un peu de chance, cela aurait pu devenir une success story africaine. 15 ans plus tard, la nation est la plus pauvre du monde. Sa population affamée ne peut plus payer. Ses fonctionnaires sont menés par une élite rapace, une guerre civile passée et une autre menaçante. Nation sous tension, dépendante d'une aide internationale en baisse. Est-il impossible d'espérer mieux ? Non, pas du tout. Il est évident que quelque chose est profondément corrompu dans l'état du Soudan actuellement. Et il se peut qu'une autre guerre civile soit tout ce qu'il faut pour faire s'effondrer définitivement tout l'édifice. Merci de regarder.